Dominique habite près de Strasbourg. Cette maison de retraite est devenue son quotidien pendant 1 an et demi. Sa mère, Marguerite, y a passé les derniers mois de sa vie jusqu'en mai 2017. C'est la première fois que je reviens et j'avoue que c'est un choc quand même. Et la chambre de maman était là-haut. Voilà, le balai des sacs aussi, où on amène les provisions, où le linge sale, voilà, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça présente bien, c'est bien. Moi, je suis rentrée là en toute confiance. Et puis la réalité, petit à petit, se dévoile, surtout quand vous venez au quotidien ou tous les 2 jours, 2-3 jours. Quand on laisse une personne dans des draps souillés, quand on laisse des couches souillées dans la salle de bain, quand on laisse des nappes voilà, où maman a rendu son repas, on roulait en boule sous sa table où elle mangeait. Voilà, moi j'appelle ça de la maltraitance, parce que la dignité de la personne est atteinte. Aujourd'hui, elle tient à témoigner. En souvenir de sa mère, pour lui rendre sa dignité. Mais aussi parce qu'en 1 an et demi de visite dans la maison de retraite, Dominique considère que l'établissement a multiplié les erreurs. Selon elle, la prise en charge était défaillante, alors qu'elle payait plus de 3 000 € par mois de frais de séjour. 3 000 €, mais qu'est-ce qui justifie ça, quoi ? Il y a 2 aides-soignantes par étage. Quand on les appelle, elles mettent 1 heure à venir. Le médecin fantôme. Quand on voit ces sommes-là et la manière, le quotidien, mais on se dit, mais il y a un bug là, il y a un grand vide sidéral là entre les 2 trucs. Ce qui a achevé de la révolter, ce sont les conditions, selon elle, dans lesquelles sa mère a agonisé. Un week-end de 1er mai, seule, sans que sa fille soit prévenue, avant de mourir à l'hôpital. Là, je le dis pour la première fois et je réalise que maman est restée 2 jours, c'est-à-dire entrant en agonie, certainement, et personne n'a été attentif à ça. Personne ne l'a accompagnée, personne ne m'a prévenue. On ne la laisse pas comme ça, sur un lit d'hôpital, comme un animal. Un animal, on en prend plus soin. Et j'aurais aimé être là, à côté d'elle, à ce moment-là, pour lui dire « Ne t'inquiète pas, tout le monde est là qui t'attend, tu vas retrouver ta maman, ton papa. » La rassurer, lui dire que tout allait bien se passer, qu'elle n'était pas abandonnée. Là, ils sont dans un irrespect. C'est plus qu'un irrespect, ils n'ont même pas la sensibilité, ils n'ont même pas l'écoute, il n'y a rien. Il y a un vide, voilà. Par contre, là, ça, c'est pas un vide. Hein. Ça remplit les caisses, c'est pas un souci. Des témoignages comme celui-ci, il en existe de nombreux. Que se passe-t-il derrière les murs de ces maisons de retraite privées à but lucratif? Il y en aurait près de 2000 en France. Elles appartiennent souvent à des grands groupes. Certaines concentrent aujourd'hui les accusations. Manque de personnel, nourriture rationnée, soins bâclés. Nous avons fait des demandes de tournage aux 2 géants du secteur, Korian et Orpea. Elles ont été refusées. Alors, nous avons décidé de pousser les portes de ces établissements, de filmer à l'intérieur, parfois en caméra discrète, parfois à l'initiative des familles. Je suis avec Cher, ta famille. Je passe devant la salle où se trouvent les infirmières ou les aides-soignantes. On peut voir, elle est vide. Des employés ont aussi accepté de prendre des images. Qu'est-ce que vous faisiez dans le couloir? Je sais pas. Et heureusement que je passe par là, sinon... Oui. On nous a jamais appris à faire une toilette en 10 minutes. On nous a jamais appris à faire du gavage alimentaire. On nous a jamais appris à travailler comme dans une usine, quoi. Ils n'ont même pas pris le soin
de nous téléphoner pour nous dire que le drame était arrivé. Nous avons mené l'enquête dans ce monde si fermé des EHPAD privés. Au commencement, je suis une maison de retraite médicalisée. Accueillir et prendre soin des aînés, c'est ma première mission. Ici, chaque résident est une personnalité, avec son nom, son histoire, sa situation personnelle et ses désirs. La publicité est belle. Serait-ce la réalité de toutes les maisons de retraite privées? C'est près de Strasbourg, dans la maison de retraite où la mère de Dominique résidait, que nous avons commencé à pousser les portes. L'homme qui va nous aider, c'est Paul. Il rend visite à sa mère chaque jour depuis 7 ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle est logée au 3e étage du bâtiment, dans une unité spécialisée destinée aux résidents les plus dépendants. Le 3e étage, c'est des maladies cognitives sérieuses, quoi. C'est des démences séniles de niveau très élevé, c'est Alzheimer de niveau très élevé, quoi. Donc, moi, je ne m'entretiens pas avec ma mère depuis plus de 3 ans, quoi. Et des personnes dans l'état de ma mère, sur les 30, allez, je vais dire très honnêtement, il y en a 25. Sa mère bénéficie en théorie d'un encadrement renforcé, mais selon Paul, des vidéos qu'il a tournées dans cette unité démontreraient le contraire. Ce jour-là, malheureusement, une personne est tombée de son fauteuil et qui ne s'est heureusement pas fait mal. Je m'en suis tout de suite rendu compte. Pour dénoncer le manque de personnel, il part enquêter avec son téléphone portable. J'ai rapidement fait le tour des 3 couloirs. Là, on arrive sur la place principale, voilà, où se trouve la télévision. On voit la personne qui est couchée. C'est elle qui crie, voilà. J'attaque le 2e couloir. Vous pouvez voir des chambres vides. Certaines chambres sont fermées. Voilà, je reviens vers la pièce où se trouve la télévision. On ne voit toujours pas d'aide-soignante, pas d'infirmier, il n'y a strictement personne. Voilà, je reviens. La dame est encore couchée, on l'entend crier. Là, vous voyez une dame qui est en train d'errer et qui ne sait pas où elle va. Voilà, la dame est là. Je suis avec ta famille. J'attaque le 3e couloir, où sont réparties également 10 chambres. Voilà, vous voyez encore une personne qui erre. On va passer dans la salle à manger. Là, vous voyez, dans la salle à manger, il n'y a pas de personnel. La salle à manger est toute vide. Il doit y avoir une vingtaine de personnes, un tout petit peu plus. Je sors de la salle à manger. Je passe devant la salle où se trouvent les infirmières ou les aides-soignantes. On peut voir, elle est vide. Les chambres sont vides ou les portes sont fermées. Mais on ne voit toujours pas d'aide-soignante. Paul finira par trouver un infirmier pour l'aider à relever la vieille dame. Il habite à 5 minutes. Cela lui permet de venir quotidiennement. Malgré des conditions de vie difficiles, il maintient sa mère dans cet établissement. C'est au moment du dîner. Et on l'a vu sur la pendule, il est 19h. Normalement, les personnes mangent à 18h. Voilà. Le repas est servi à 18h. Vous regardez l'état des personnes. Et voilà, les gens sont assis devant leur assiette, mais personne ne mange. Pour faire manger ces gens, il faut de l'assistance. Il faut une aide-soignante. Il faut des aides-soignantes. L'idéal, ce serait une aide-soignante par table. Les gens ne savent pas manger seuls. Là, le monsieur est assis, il a son plat et son dessert. Il n'a même pas commencé à manger le plat. Pour la simple raison qu'il ne sait pas manger. Lui, c'est pareil. Voilà, personne ne mange. Et là, il faut du personnel pour les aider, quoi.
Moi, j'y vais quasiment tous les soirs, à 18h, pour donner à manger à ma mère et la mettre au lit. Moi, j'assiste, j'aide à la mettre au lit tous les soirs. Ce jour-là, selon Paul, certaines personnes n'ont pas été descendues pour manger. Pour les autres, tout est servi dans la même assiette. Le dessert, la purée, et il manque de l'eau. La facture mensuelle est de 3 500 €. Ça, c'est une chose. Mais ma mère y est depuis 7 ans. Et en 7 ans, elle a dépensé 285 000 €. Donc j'ai vendu sa maison pour payer cette somme. Depuis qu'il a tourné ces images en 2015 et 2016, Paul a l'impression que le personnel soignant est plus présent. Nous avons joint le directeur, il assure que la situation s'est améliorée depuis. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui, en 2018, dans cette maison de retraite ? Une aide-soignante affirme, elle, que les conditions de vie sont toujours aussi scandaleuses. Il n'y a pas d'amélioration et moi je trouve qu'on est même allé encore plus bas qu'il y a 2 ans. Ça, c'est une personne qui essaye à tout bout de champ de se lever, mais par contre ne tient absolument pas sur ses jambes. Il se renverse régulièrement ou la table ou la chaise sur lui. Il se blesse énormément, donc il est bourré de pansements, de machin. D'ailleurs, les pansements aussi, c'est changé très irrégulièrement. Donc ils ont fini par trouver la solution de lui mettre un matelas par terre. Et c'est la solution. Infirmier, médecin, c'est la décision. Ça, c'est un exemple, mais cette personne, ils ont fini par lui mettre un lit avec des barrières et des protections. Depuis, la personne ne se blesse plus. Mais pourquoi on a attendu autant de temps ? Selon elle, cette personne a dû attendre plus d'1 mois. Sur ce cas précis, le directeur de l'établissement a refusé de s'exprimer. Nous poursuivons notre enquête à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, un département où les 3/4 des maisons de retraite sont privées. Peu d'aides-soignantes acceptent de témoigner à visage découvert. Une d'entre elles a pourtant osé le faire pour lancer l'alerte. En décembre 2016, Ella Keriev donne une conférence de presse avec plusieurs de ses collègues. Elle dénonce leurs conditions de travail et le traitement des pensionnaires de leur établissement, qui appartient au groupe Corian. Vous les installez en rang, un par un, sur des fauteuils, dans un salon. Pendant que vous êtes en train de faire vos toilettes, eux, ils sont là à attendre. Déjà, rien que ça, j'appelle ça de la maltraitance, parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe pendant 4 heures, quoi. Ella a aujourd'hui 29 ans. Elle a été licenciée le 8 décembre 2016 par la maison de retraite. Selon elle, pour avoir réclamé des couches supplémentaires pour des résidents. Sa lettre de licenciement pour faute grave évoque une insubordination à l'occasion de la mise en place de nouveaux protocoles incontinence. Dans ces structures, vous avez des dotations journalières. Donc c'est 3 couches par jour et 2 couches la nuit. La journée, on ne doit pas dépasser le quota de 3 couches. Donc si j'ai un résident qui est souillé à 15 heures, je vais lui mettre la couche de nuit. Et si au moment du coucher, il est plein de sel, moi je ne pourrai pas le changer, je lui laisserai plein de sel jusqu'à ce que l'équipe de nuit arrive. Il sera obligé de garder sa protection souillée toute la soirée jusqu'à ce que les filles passent le changer la nuit. Derrière cet incident, ce qu'elle met en cause, c'est une robotisation de la prise en charge des personnes âgées. Notre formation ne nous apprend pas ça. Quand j'ai été formée pour mon métier, on m'a toujours dit il faut favoriser l'autonomie de la personne, favoriser le relationnel, accompagner les résidents. On nous a jamais appris à faire à la place du résident. On nous a jamais appris à faire une toilette en 10 minutes. On nous a jamais appris à faire du gavage alimentaire. On nous a jamais appris à travailler comme dans une usine, quoi. Depuis son licenciement, Ella travaille en intérim dans différents EHPAD privés. Elle a accepté de nous montrer son travail lors d'une vacation dans une maison de retraite où elle n'est restée qu'une seule nuit. J'arrive sur l'établissement à 19h30, donc bonsoir, vous allez travailler sur cet étage-là. Je vous montre votre vestiaire et je vous montre votre chariot et après je m'en vais parce que mon heure est passée. Je vais me changer, je ressors, il n'y a plus personne. D'accord.
Alors, je prends le chariot. Plein de noms avec des numéros de chambre. Donc, je rentre dans les chambres au fur et à mesure, voir si tout va bien. Je ramasse ceux qui ont chuté, je change ceux qui se sont arrachés la couche, je rassure un peu tout le monde. Puis, je me perds un peu dans les couloirs. Je trouve des résidents qui ne sont pas couchés, des résidents devant les ascenseurs. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas quel est leur numéro de chambre. Cette nuit-là, elles sont 2 aides-soignantes pour 94 résidents. Ella affirme avoir une 50aine de pensionnaires à sa charge. La plupart d'entre eux semblent livrés à eux-mêmes. Ça fait combien de temps que vous attendez, madame? Au moins 2 heures. Ben, je vais déjà accompagner la dame, là. D'accord? Parce que je vous connais pas et je sais pas où est-ce que vous êtes. Je suis simplement remplaçante. Voilà. Il est 20h50 et ces 2 dames sont devant l'ascenseur depuis au moins 1 heure et demie. Il n'y a personne. Au total, selon Ella, il n'y a que 3 employés cette nuit-là. Les 2 aides-soignantes et une femme de ménage qui s'occupera elle aussi de quelques résidents, même si elle n'est pas formée pour cela. Qu'est-ce que vous faites, madame, là? Qu'est-ce que vous faisiez dans le couloir? Je sais pas. Et heureusement que je passe par là, sinon... Oui. Reste quelque chose Ça pour y est, moi. ma belle, J'ai soif. Oui, ma chérie. Oui. Je vais essayer de trouver de l'eau, vous inquiétez pas, d'accord? Merci. Merci. C'est rien. Merci. Allez, je vais vous chercher de l'eau, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite, d'accord? Je récupérer ce qu'il faut. Hein. Mais jamais de la vie, ma chérie. Ben voilà, écoutez. Jamais, jamais. Allez, je vais vous chercher de l'eau Oui. et on va se recoucher, d'accord? Oui. J'ai tenté de la rassurer et je suis allée lui chercher à boire. Elle était prête à payer pour boire de l'eau. C'est quand même... être prêt à payer à 4 heures du matin pour avoir de l'eau, c'est quand même quelque chose de choquant. En plus des appels à la sonnette, l'aide-soignante doit vérifier toutes les chambres et changer chaque résident 2 fois dans la nuit. Je suis rentrée chez cette dame et je l'ai découvert comme ça au sol. En fait, en ouvrant la porte, j'ai cru halluciner. Je me disais, mais je rêve. Puis je vois le lit avec les barrières, donc elle a dû essayer de se lever toute seule. Et je me demandais, la première chose, c'est depuis combien de temps elle est là? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Parce qu'elle ne bougeait pas. Je suis allée voir si ça allait. Je lui ai mis un coussin, enfin un oreiller sous la tête. Ella découvre cette dame à la fin de sa première ronde, vers 1 heure du matin. Elle la recouchera sans savoir ce qui lui est arrivé. Si on serait ne serait-ce qu'une aide-soignante de plus, on aurait pu commencer les extrémités chacune et je l'aurais découvert plus tôt. Donc je culpabilisais sur le moment, me dire mais peut-être que j'aurais dû commencer par là, mais de notre côté je me disais mais je les connais pas. Donc que je commence du point A, du point B ou du point C, au final c'est la même, ça aurait pas été elle, ça aurait peut-être quelqu'un de l'autre côté, donc... Nous avons tenté de joindre la direction de l'établissement, sans réponse de sa part. Nous accompagnons Ella devant les locaux de son ancien employeur à Marseille. Elle a contesté son licenciement au prud'homme. La décision sera rendue dans quelques semaines. Selon l'aide-soignante, le groupe Corian a tenté jusqu'au bout de trouver un accord avec elle et ses collègues. Ils sont venus nous voir juste avant l'audience qui était fixée pour les prud'hommes. Mais pourquoi vous faites ça? Quel est votre intérêt de vouloir dénigrer le groupe? Nous avons 24 000 collaborateurs. Oui, mais tous les collaborateurs, vous les menez à la baguette. Ils ont tenté un rapprochement. Mais ça s'est arrêté là. Selon un des participants à la réunion, Corian aurait proposé 70 000 € à Ella pour mettre un point final à leur contentieux. Et selon elle, pour qu'elle cesse de parler à la presse. On nous demande de nous taire, d'arrêter de médiatiser. Mais sauf qu'on ne médiatise pas pour dénigrer le groupe. Bien au contraire, il faut des maisons de retraite, il faut des grands groupes. Mais avec le respect de la dignité des personnes qu'on prend en charge dans son établissement, ce serait mieux. Interrogé sur cet établissement, le groupe Corian a refusé de nous répondre. Si certaines maisons de retraite ne veulent pas de publicité, serait-ce parce qu'elles ne souhaitent pas que le public sache ce qu'il s'y passe? Certains établissements peuvent parfois devenir un enfer pour leurs pensionnaires. C'est la situation que nous avons découverte dans le Sud-Ouest. Une maison de retraite du groupe Orpea a été le théâtre d'un drame.
Derrière ces murs, une patiente de 85 ans a été tuée, battue à mort par une autre pensionnaire, une malade qui sortait d'une hospitalisation en psychiatrie. Elle résidait pourtant dans une unité protégée, censée être mieux encadrée et surveillée. Nous avons rencontré son fils, Philippe, et sa petite-fille. Chaque mois, la famille payait 3 200 € de frais de séjour. Elle l'a agressé très violemment, elle lui a donné des coups de pied, des coups de poing. Lorsque le personnel soignant est arrivé, pas pour ça, hein, parce que ma mère pouvait crier, personne ne l'entendait. Hein. Il n'y avait personne dans l'unité, et dans l'immeuble, on n'entendait pas. Elles étaient au 2e ou 3e étage, personne n'entendait. Et là, elle a redonné devant le personnel soignant des coups de poing et des coups de pied à ma mère sur tout le corps, y compris quand ma mère, qui déjà été blessée gravement, grièvement, était par terre. La mère de Philippe mourra quelques heures plus tard aux urgences. Il n'a pas porté plainte contre la personne qui a tué sa mère. En revanche, avec son avocat, il s'est retourné contre l'EHPAD et l'attaque en justice. On pensait à tort, nous pensions à tort, que le fait d'exposer des frais peut-être plus importants que la normale pour nos anciens était un gage de sérénité et de garantie. Alors je vous le dis de suite, ça a été une erreur sur toute la ligne. Philippe considère que la maison de retraite a fait preuve d'imprudence. Cette lettre, signée de plusieurs familles et adressée à la directrice de l'EHPAD, rappelle que l'établissement aurait été alerté avant le drame de la dangerosité de la résidente. Le courrier évoque une crise de démence, une personne menaçant les résidents, la peur et les pleurs des résidents à son contact. J'accuse directement la résidence de retraite, c'est parce qu'ils avaient la connaissance de l'état mental et des antécédents psychiatriques de la personne qui a tué ma mère. Pourquoi ils ont placé cette femme comme de la dynamite, dans ce milieu protégé, fermé, sans personne, c'était de la dynamite. Après cette agression mortelle, la maison de retraite embauchera une personne en plus la nuit. C'est la directrice de l'EHPAD qui le dit dans sa déposition au juge d'instruction. C'est moi qui ai pris l'initiative, après les mois, la peur des familles et l'impact médiatique que cela a causé. Il y a donc une personne présente dans l'unité durant la nuit. Question. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Pourquoi? Fallait-il que cette femme à 85 ans décède dans les conditions que nous connaissons pour que l'enfant on prenne la mesure des choses? C'est à cette question que, certainement, les dirigeants d'Orpea auront à répondre devant une juridiction. Le nouveau directeur de la maison de retraite a refusé de répondre à nos questions. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Derrière ces pratiques qui aujourd'hui font scandale, y aurait-il une logique économique? Plus du quart des EHPAD en France sont propriétés de grands groupes à but lucratif. Leur budget provient de 3 sources. L'État, à travers les ARS, agences régionales de santé, les départements et bien sûr les familles. Avec l'argent de l'État, la maison de retraite privée paie l'essentiel du salaire des personnels soignants. Les départements contribuent au financement des fournitures. Avec les frais de séjour payés par les familles, l'établissement paie l'hébergement, la nourriture, les personnels non médicaux, les animations. Ce n'est pas parce que les familles paient plus cher que les résidents auront droit à plus de personnel soignant. Comment les établissements commerciaux gèrent-ils cet argent? Un ancien directeur d'établissement Orpea a accepté de nous rencontrer. Il a travaillé près de 20 ans pour ce groupe, dans plusieurs maisons de retraite différentes. À sa demande, nous cacherons son visage. Il nous donne rendez-vous dans un jardin public.
La norme Orpea, c'est de faire de la qualité à moindre coût. Et c'est possible de faire de la qualité à moindre coût? Bah, pas trop. Qu'est-ce qu'on vous demandait comme objectif? Tout d'abord un objectif financier, un certain pourcentage du chiffre d'affaires, aux alentours de 30%. 30% de marge, ce serait une des raisons du manque de personnel. Selon un rapport parlementaire de mars 2018, les EHPAD privés commerciaux n'emploient que 49 équivalents temps plein pour 100 pensionnaires, contre 65 employés pour 100 places dans les EHPAD publics. Malgré un taux d'arrêt de travail particulièrement important dans les maisons de retraite, environ 10%, le personnel serait calculé au plus juste. Maintenant, vous avez des absences, bah, vous limitez vos remplacements. Mais comment on les limite concrètement? Bah, vous avez une auxiliaire de vie à temps complet, vous la remplacez par une auxiliaire de vie à temps partiel, à mi-temps. Donc vous gagnez à mi-temps sur un mois. Et même s'il manquait des soignants, le directeur dit qu'il avait pour consigne de ne pas compléter l'enveloppe que donne l'État. Orpea investit-il dans le personnel soignant au-delà de l'enveloppe ARS? Pas du tout. Orpea considère qu'il a pour mission d'utiliser ces enveloppes financières pour financer les soignants, mais pas plus. Y aurait-il vraiment des consignes de restriction dans le groupe Orpea? À Marseille, une aide-soignante dans un établissement du groupe a accepté de nous faire partager son quotidien. Elle nous donne rendez-vous un dimanche matin. La direction est absente. Cet établissement accueille 85 personnes. Nous allons nous faire passer pour un stagiaire en formation et la filmer en caméra cachée. Il est 7h45. La journée commence toujours par les petits déjeuners. Il faut servir et faire manger 15 personnes en 30 minutes. Ça va? On va déjeuner? Il y a des aliments trop riches en sel et qui sont mauvais pour la santé. Oui? Si, du bon le chocolat. Je déclare la guerre, mesdames et messieurs. Tu manges? Allez. L'aide-soignante a la responsabilité de 15 chambres, tout un étage. En théorie, les résidents sont tous valides. En pratique, la plupart d'entre eux ne peuvent plus se prendre en charge. Ils sont dépendants. Vous avez combien de toilettes par jour à faire? Entre 8, 10, des fois 12. Ce jour-là, l'aide-soignante est seule à s'occuper de ses résidents. Non. Vous avez combien de temps pour faire une toilette? 20 minutes. 20 minutes? Un rythme qui ne laisse pas de place au temps mort. L'aide-soignante partage avec les pensionnaires des moments de vie très intimes. Voilà, ce monsieur, ça mange tous les jours. Avec Georges, elle doit faire son lit, sa toilette, le raser, lui changer sa couche, l'habiller. Georges a une maladie neurodégénérative. Elle s'en occupe comme d'un petit enfant, avec pour unique préoccupation de ne pas le blesser. De ne pas le faire tomber. Ça va? Ça va. Ouais. Et ce n'est pas facile quand il faut aller vite. Si je suis pas derrière, il tombe. Allez, ok. L'aide-soignante aura passé 14 minutes montre en main avec ce monsieur. Non, je peux garder mes minutes. Comme au supermarché, le personnel doit scanner tous ses faits et gestes. Je clique tout ce que j'ai fait sur le plan de soins. Et une fois que j'arriverai sur l'ordinateur, je brancherai ma scanette. Et ça mettra en temps, en heure, tout ce que j'ai fait. La direction est exigeante avec son personnel. Elle le serait parfois moins en matière de matériel et de fournitures.
Le poste de la lingère a été supprimé. Ce matin, il manque des serviettes de toilette. En général, comme je fais des douches, c'est une grande et une petite. Vous allez faire comment là? Je vais me débrouiller, c'est toujours la débrouille ici. Je vais aller voir dans les étages différents, si elles n'en ont pas trop pris. Tu as pris déjà des serviettes? Non. Bon, j'ai pris. Dans la lingerie, l'aide-soignante nous montre une des machines à laver. Elle est en panne. En plein été, la climatisation du salon est elle aussi en panne. Il n'y a aucune fenêtre ouverte. Il fait 28 degrés. Un réfrigérateur ne fonctionne pas. L'aide-soignante tient à nous montrer la salle de balnéothérapie. Ça, c'est utilisé souvent? Je pense que c'est jamais utilisé. En tout cas, vous, depuis que vous travaillez ici, vous n'avez jamais vu cette salle en fonction? Jamais. Pourtant, ce matériel serait présenté comme un argument de confort par la direction. Pour séjourner ici, cela coûte 3 500 € par mois. La plus grosse partie du budget des EHPAD, c'est le budget d'hébergement. Ce sont les sommes que versent chaque mois les familles. Dans certaines chaînes de maisons de retraite, cet argent serait géré au centime près. Un homme accepte d'en témoigner, sans se cacher. Il est cuisinier dans un établissement Orpea et syndicaliste. Sa maison de retraite facture un prix de journée moyen de 100 € et propose sur son site internet une restauration de qualité. Il décrypte avec nous des documents internes que nous nous sommes procurés. Nous y découvrons que la Direction générale d'Orpea impose un budget par jour à toutes ces maisons de retraite. 4,22 €, ce que l'on appelle le CRJ, coût repas journalier. Avec ça, il doit assurer le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. C'est ce qui nous est demandé au niveau prix de revient journalier pour un résident. Mais par contre, effectivement, au niveau qualité, on n'est pas du tout sur ce qu'il est possible d'attendre quand on paye des sommes aussi importantes pour l'hébergement. Avec une telle somme, quasi impossible, selon le cuisinier, de servir des produits de qualité et même des produits frais. Vous me parliez de poisson frais, on n'a pas de poisson frais, ce ne sont que du surgelé. Pour la viande aussi, on n'a que des produits surgelés. Les viandes, les poissons, aussi les morceaux. On travaille beaucoup avec des bas morceaux, avec des poissons du hockey. On ne va pas avoir des poissons nobles, parce qu'effectivement, au niveau des coûts, ça ne serait pas possible de réaliser ce qui nous est demandé ici. Et c'est facile ou pas? C'est compliqué. Les petits déjeuners, ils sont standardisés, les petits déjeuners. Chez nous, on a un micro-pain, donc vous savez, la petite plaquette de 10 grammes de beurre, pour faire les tartines le matin. Il suffit qu'on ait 3-4 résidents qui mangent un micro-pain de plus, et ben ça peut nous faire 1 centime à la fin du mois de différence de budget. Et donc là, effectivement, ça peut aller très très vite. Je vous parle des micro-pains, mais après un yaourt de plus à midi, une compote de plus à 4 heures, tout ça peut faire effectivement qu'on ait un dérapage de budget. Et là, après, on a des comptes à rendre tous les mois. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est très très compliqué. On peut se faire taper sur les doigts si on n'a pas atteint les objectifs? Oui, oui, bien sûr. On est à un yaourt près, on est à 2 ou 3 mini-pains? Oui. Sur une journée, oui, bien sûr. Pour optimiser la gestion de leurs établissements, les directeurs de maisons de retraite joueraient sur le volet dépenses, mais aussi sur le volet recettes. L'enjeu, c'est le taux d'occupation des chambres exigé par la maison mère. Selon le directeur d'établissement que nous avons rencontré, l'objectif, c'est 100%. L'ensemble des chambres doivent être louées au quotidien. C'est d'avoir l'ensemble des chambres occupées, l'ensemble des lits occupés, facturés, payés en temps et en heure. Ben oui, bien sûr. Pour atteindre ces objectifs, le directeur n'a pas peur d'évoquer des calculs sordides. Si la personne décède le jeudi, ce qui serait bien, c'est que la chambre soit louée le lundi suivant. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire une entrée le vendredi, vous allez la faire pour pouvoir facturer votre week-end. L'idéal, c'est bien évidemment que l'entretien de la chambre soit fait au plus vite,
que le lit soit désinfecté et que dès que la chambre est vidée par la famille, qu'elle soit relouée le lendemain ou le surlendemain. Si vous facturez 120 € par jour votre journée, ça vous fait tout de suite 360 € multiplié par le nombre de résidents dans l'année qui décèdent. Au niveau national, ça fait vite des sous à la fin de l'année. Les 33 000 lits du groupe Orpea affichent un taux d'occupation proche de 96% selon l'agence Option Finance. Cette course au profit, c'est aujourd'hui la santé des personnes âgées qui en ferait les frais. Notre enquête nous mène à l'hôpital Avicenne. SAMU 93, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Au siège du SAMU 93, en Seine-Saint-Denis. Je vous passe un médecin, quittez pas, faut pas rapprocher. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, connaît bien ces établissements. Ok, ben on vous envoie une ambulance, pas de problème. Au revoir. La particularité des EHPAD privés, c'est cette absence de stabilité de personnel, une sous-médicalisation catastrophique dans un environnement parfois clinquant. Personnes déshydratées, fièvre mal soignée, problèmes cardiaques, le SAMU fait régulièrement des interventions dans des EHPAD privés. Dans le 93, les interventions dans les EHPAD ont augmenté de 63% en 5 ans. Pour moi, c'est tout le temps un casse-tête, hein, les EHPAD. Bon, les dossiers, l'infirmière qui est là ou la personne qui est là ne connaît pas le patient. Des fois, on ne nous apporte pas les bonnes informations. Il faut vraiment chercher, quoi. C'est-à-dire, tiens, c'est écrit là, non, c'est pas là, c'est si, c'est pas simple. Hein. La plupart du temps, ce sont des dossiers où il y a 3 lignes, et qui datent d'il y a plusieurs mois, donc c'est pas un véritable dossier médical. Il y a quelque temps, c'était donc une infection urinaire non traitée. Ouais. Et qui se transforme en choc septique. Voilà, avec la personne qui était dans un état gravissime, alors que si elle avait été vue 48 heures avant et qu'on avait prescrit des antibiotiques, eh bien, dans 99% des cas, l'évolution est favorable. Donc on peut tout à fait dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui décèdent par défaut de soins ou par retard à la prise en charge. Selon l'urgentiste, les EHPAD préfèrent appeler le SAMU plutôt que d'embaucher assez de médecins ou d'infirmières. On utilise le service public de manière substitutive, en particulier dans les établissements privés lucratifs, à 3 000 € par mois, pour ne pas payer d'infirmières et de médecins. Les deux groupes sur lesquels nous avons enquêté, Korian et Orpea, sont cotés en bourse et en pleine expansion. Orpea est en train de développer ce qu'il appelle son modèle français de maison de retraite à l'étranger. Après l'Europe, il s'attaque à la Chine et au Brésil. En 2017, Korian a gagné 163 millions d'euros, Orpea 89 millions d'euros. Tous deux sont filiales de fonds de pension étrangers. CPPIB, un fonds de pension canadien, est l'actionnaire principal d'Orpea. Sur les 5 dernières années, il affiche un taux moyen de 11,8% de rendement pour les actionnaires. Ni Orpea, ni Korian n'ont souhaité nous répondre. Nous sommes devenus actionnaires pour pouvoir assister à l'Assemblée générale d'Orpea le 28 juin dernier. Nous filmons avec nos téléphones portables. Pendant 1 heure, le directeur général Yves Lemann se félicite des bons résultats de son groupe. Plus 61% de chiffre d'affaires en 3 ans. Puis, quand vient le moment des questions, nous l'interrogeons sur ce que nous avons constaté dans certains de ces EHPAD. Bonjour, je vais vous poser une question en tant qu'actionnaire et en tant que journaliste aussi. Vous avez parlé au début de cet AG de la très bonne santé financière d'Orpea avec un chiffre d'affaires prévu pour 2018 de 3,4 milliards, je crois. Pourtant, il y a de nombreux établissements où il y a des gros problèmes, des très gros problèmes, de manque de personnel, de manque de protection pour les résidents. Les protections, c'est des couches qu'on met pour les résidents qui sont très fortement dépendants. Il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez à manger. Est-ce que monsieur Yves Lemann, vous êtes au courant de ça? Et ça, moi, je ne l'ai pas lu dans la presse, je l'ai vu. Alors, madame, bonjour madame. Je peux tout à fait vous répondre. Il y a toujours des problèmes dans une entreprise. Simplement, il y a aujourd'hui 87%
des familles, je dis bien des familles, pourquoi des familles, je vous le dirai après, qui nous recommandent 87 ans. C'est vrai qu'il y en a 13 qui ne le sont pas. On parle de 3,4 milliards, mais il ne faut pas rattacher 3,4 milliards à un résident. Là, le plus important, c'est le résident. Mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans vos établissements? Nous Regardez, je vais vous donner un exemple. Oui. Ça, non, je peux vous en donner plein, j'ai un gros dossier. Ça, c'est un établissement à 10 000 € par mois. C'est des protections qui sont trop petites. 10 000 € par mois? Oui, 10 000 €, avec des protections qui sont trop petites pour les résidents. Excusez-moi, monsieur Dame. Il n'y a pas question de fermer une porte, nous n'avons rien à cacher. Et notre premier souci, ce sont nos résidents et nos salariés. Nous l'assumons, où que cela soit. Rien n'est parfait, nous assumons l'imperfection. Mais comme je vous l'ai dit, 87%, c'est plutôt honorable. On espère évidemment approcher les 100%. Personne n'est jamais parfait. En tout cas, on verra ensemble comment travailler éventuellement là-dessus. Voilà. Autre question. Pourtant, un autre modèle est possible. Nous nous rendons dans une maison de retraite gérée par une association d'entraide sociale. Cette résidence près de Nancy est ce que l'on appelle un EHPAD privé associatif. Les pensionnaires payent 2 300 € par mois. Coucou maman. Coucou. Comment tu vas? Bien. T'as bien mangé? Claude a décidé de retirer sa mère, Odette, d'une maison du groupe Corian pour la placer ici. Elle a eu de la chance car la liste d'attente est très longue. C'est long. C'est long, tu t'ennuies? Je m'ennuie. Ah oui, ma pauvre maman. Maman? Oui. Je peux montrer à Julie tes albums de photos quand t'étais championne d'escrime? La première fois. C'était le championnat de France? Ça. Tu te souviens que t'as été championne d'escrime? Oui. Ah, cool. Aujourd'hui, Claude espère que sa maman finira sa vie dans un environnement bienveillant. Le jour de son arrivée, le personnel soignant avait constaté qu'Odette était dénutrie. Ce qu'ils m'ont dit et que je n'avais pas perçu, c'est qu'elle avait faim. Et elle est arrivée ici. Je pense que comme elle n'arrive plus à manger toute seule, il lui donnait pas. Il prenait pas toujours le temps. Enfin, ou il lui donnait la moitié, j'en sais rien. Mais elle crevait la dalle quand elle est arrivée ici. Oh là, t'es loin. Ouais, ma petite maman. Je t'embrasse tout fort. Hein? À tout bientôt. Ici, il y a 7 salariés pour 10 résidents. Cela permet une meilleure prise en charge, notamment pour les repas. Dans la grande salle là-bas, c'est tout des personnes qui n'ont pas besoin d'aide alimentaire ou simplement couper la viande, ce que nos collègues font d'elles-mêmes. Elles vont couper la viande. Nous, on s'occupe plus particulièrement de la petite salle où on a essayé de faire des grandes tables communes. Et du coup, ça dure combien de temps le repas pour une personne, par exemple, qui a besoin d'aide? Autant de temps qu'ils ont besoin. Je dirais à peu près, je peux pas mesurer parce qu'il y a des personnes qui mangent vite, des personnes qui mangent lentement. Ils sont là dans un lieu de vie, ils sont chez eux. Donc si on les force, déjà on les force forcément. Il faudra se réveiller un jour, il faudra manger à midi, le petit déjeuner c'est à telle heure. On les force sur tellement de choses qu'on essaie de s'adapter sur beaucoup d'autres. Dans cet établissement, la direction donne les moyens et le temps pour les soins les plus délicats. Elles sont 2 pour s'occuper d'une dame fragile de 85 ans, particulièrement angoissée. Ça va? On va s'occuper de vous, on va passer un bon moment, toutes les 3, et puis on va prendre soin de vous. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein? Les jambes, ça fait beau. Oui, alors je veux dénuder vos jambes pour qu'on puisse les laver. Oui, d'accord. D'accord? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. On vous sèche la jambe, hein? Me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Elles vont passer 35 minutes pour faire sa toilette, sans la brusquer. On a besoin de prendre le temps. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on fait. On a besoin de leur expliquer. On ne peut pas arriver et... Hein? On ne pourrait pas arriver chez vous
Prendre votre corps, tourner votre corps sans vous expliquer ce qu'on fait, sans... C'est important, ils ont besoin de comprendre. Quelques jours après notre tournage, le cœur de Marcel s'est arrêté en pleine nuit. Sa fille nous a précisé que l'équipe médicale lui a tenu la main toute sa dernière soirée. Il reste encore le visage.